contre-espionnage. Mais Shiva disait parfois contre-espionnage, ça colle mieux. Là, il faut bien distinguer l'espionnage et le contre-espionnage. Ce sont deux activités assez différentes. Justement, M. Desmarion, on nous a posé cette question. Quand on dit espionnage, contre-espionnage, c'est une question de politesse dans le monde politique ou réellement dans le fonctionnement de services qui ont changé? Il y a une distinction complète à faire. L'espionnage, c'est la recherche du renseignement par tout un tas de moyens. Le contre-espionnage, c'est au contraire une protection contre l'espionnage. Donc ce sont deux services qui sont totalement différents dans leurs desseins, dans leurs objectifs, et il ne faut pas les confondre du tout. Et la DST est un organisme de contre-espionnage, compétent pour le territoire national, et à la DGSE, nous avions, il y a toujours, un service de contre-espionnage qui est parallèle au service de renseignement. Et ce sont deux services qui sont totalement différents. Pas souvent. Pas souvent. J'ai essayé, moi, personnellement, quand j'ai pris mes fonctions, de trouver un terrain d'entente avec la DST pour que une collaboration s'établisse. Il faut bien comprendre que la DGSE, par exemple, pour le contre-espionnage et le contre-terrorisme, la DGSE travaille à l'extérieur du territoire national, la DST à l'intérieur, et bien évidemment, ça ne commence pas à la frontière. Ça se prolonge des deux côtés. Donc la logique voulait qu'il y ait une coopération relativement intime entre la DGSE et la DST, tout en respectant leurs zones de compétences réciproques. Et là, moi personnellement, je me suis heurté à un mur, la DST n'a pas voulu du tout coopérer. Nous avons photographié beaucoup de personnes qui attendent d'intervenir sur la quasiment. Mais comme vous savez, vous avez répondu à la réunion et prochainement, nous avons l'occasion de vous avoir dans notre studio, surtout que je vous apprends, nous avons qui est une mission au service à la proposition du monde entier et sur votre site internet également, et sur notre camp pour l'info. Monsieur, permettez quelques petites questions pour résumer notre débat, M. Pimentel, surtout sur François Mitterrand. Vous on a parlé ensemble. On veut savoir sur François Mitterrand, à votre avis, M. Pimentel, qui et quand était Mitterrand? Avant que vous commenciez à travailler avec lui, au moment où vous travaillez avec lui, et après que vous accompagniez vous sur le sur le sur la première période, j'ai pas été très actif, en ce sens que je n'avais pas à faire avec la politique. Et surtout dans les temps qui ont juste précédé la prise de fonction, j'étais en poste aux États-Unis, donc je n'avais pas du tout de contact avec ce qui se passait en France, contact suivi. Alors ensuite, quand j'ai pris les fonctions, quand j'ai rencontré François Mitterrand pour la première fois, ça devait être le 10 juin, si j'ai bonne mémoire, 1981, nous avons eu une conversation agréable, je lui ai demandé si je pouvais compter sur son appui et quel serait son comportement vis-à-vis de moi-même de la DGSE. Il a répondu plutôt positivement et ça m'a encouragé. Dans les mois qui ont suivi, il y a eu un début de collaboration, mais qui est pas allé très loin. J'ai surtout travaillé avec De Grossour, mais surtout avec Pérez-Gauvois. Pérez-Gauvois était à ce moment-là secrétaire général de l'Élysée, et on avait réussi à avoir avec Pérez-Gauvois des relations de coopération qui étaient de très bonne qualité. Et puis après, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, il y a un malentendu sur la petite commission de la DGSE qui est effectuée. Il s'est clairement produit entre lui et moi un certain éloignement. Et de façon générale, j'ai été un petit peu déçu de ne pas trouver chez lui
un homme de dialogue. Ça peut paraître curieux, mais alors que nous voyions tête à tête pratiquement une fois tous les 15 jours, j'avais beaucoup de mal à engager le dialogue avec lui. Il répondait mal aux questions que je lui posais, il ne répondait pas du tout, et j'ai été un petit peu chagriné de cette situation. Et après, vous avez quitté... Mes contacts, il n'y a plus de contact réel, encore que, en tant que président de l'aéroport de Paris, j'avais le devoir d'être là chaque fois qu'il partait à l'étranger, chaque fois qu'il revenait de l'étranger, chaque fois qu'il accueillait un dignitaire étranger dans un des aéroports de la région parisienne, je devais être là. Donc je le saluais, je lui touchais la main, j'étais dans la ligne qu'il parcourait, mais il n'y a plus aucun contact proche. Vos idées, votre opinion sur Mitterrand, est-ce que c'était la même chose au moment que vous travailliez avec lui Ce que vous décrivez comme une intervention pratiquement politique, les services secrets, c'est les républiques bananières, des pays comme cela, si vous voulez. Il y a aussi l'Algérie, il y a le Maroc, habituellement, où les services secrets ont une influence très pesante sur le pouvoir politique et sur les citoyens. Mais dans une démocratie occidentale, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne, non. Le service secret donne des renseignements, il donne des analyses, il donne des conseils, le cas échéant, si ces analyses amènent à devoir les formuler, mais il faut éviter comme la peste que les services secrets se substituent à l'autorité politique. Ça, c'est pas un jeu démocratique. Oui, d'ailleurs, moi je peux constater une chose, c'est qu'à la tête de la DGSE, jamais il n'y a eu un homme politique. Parce que si l'on fait l'énumération de tous les directeurs qui se sont succédés, il y a eu Demarange, il y a eu Pierre Marion, il y a eu Lacoste, ensuite il y a eu, je crois, 2 préfets, Sylvain Sanne et Jacques Delattre. Et avant, il y avait eu beaucoup de militaires. Oui, alors les militaires... Qu'elle doit remplir, mais ça s'arrête là. Ah bon, c'est ça, oui. Mais, enfin, la DGSE garde des relations avec des services secrets des pays étrangers, par exemple comme le Mossad en Israël, oui, la CIA... non seulement avec les services secrets, c'était un point qui m'a beaucoup surpris quand j'ai pris ma fonction, c'est que dans chacun des pays où je suis allé, comme je venais de prendre mes fonctions, je suis allé je suis allé me présenter un certain nombre de pays. Le premier a été les États-Unis, le second Israël, puis j'ai suivi avec d'autres. Au total, j'ai dû visiter comme ça une 25 pays, les services secrets de 25 pays. Et curieusement, dans chacun des cas, le chef des services secrets du pays correspondant me disait maintenant on va aller voir le chef de l'État. Ah oui, c'est ça. Il m'a amené voir le chef de l'État. Oui. Mais je ne demandais pas moi-même d'audience. Mes correspondants étaient des chefs de service secrets. Oui. Merci. Non, c'était à la demande de mes interlocuteurs des services secrets étrangers, ou quelquefois à la demande des chefs d'État en particulier. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y en a un en particulier qui avait manifesté un très grand intérêt à causer avec moi, à discuter avec moi, c'était le roi Hassan II du Maroc, ou un autre, c'est le général Ziaoulak du Pakistan. J'ai eu des contacts personnels très confiants et très intéressés.